En prélude à l'ouverture de la 78e Assemblée générale des Nations unies prévue le 20 septembre à New York, la présidence de la République de Côte d'Ivoire a tenu à préciser la position du chef de l'État. Par la voix de son porte-parole, M. Koulibaly, le président Alassane Ouattara a rappelé que le choix de sa participation ou non à ces rendez-vous internationaux relevait de son agenda souverain et de... Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes qui suivez ce compte-rendu du gouvernement, bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Ce mercredi 17 septembre 2025, un Conseil des ministres est tenu de 11h à 13h au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil ont porté sur 25 points, dont 18 mesures générales comprenant un projet de loi et 17 projets de décret. Nous avons également donc abordé 2 mesures individuelles et 5 communications ainsi que des points divers. Je voudrais à présent donc vous faire l'économie des différents points que je viens de vous annoncer. Comme annoncé, le Conseil a adopté un projet de loi dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté un projet de loi portant orientation de la politique nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises, donc les PME, et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Ce projet de loi vise à renforcer le cadre institutionnel de coordination, de financement et de promotion des PME et des ETI. Ce nouveau dispositif introduit une définition harmonisée de la PME et de l'ETI, détermine un ensemble d'avantages spécifiques réservés aux entreprises nationales et étend le contenu local à tous les projets et initiatives soutenus par des financements publics ou des partenariats publics-privés. En outre, il prévoit un mécanisme de suivi-évaluation de la politique nationale des PME et un fonds de soutien en faveur des PME et des ETI, de façon à consolider l'écosystème public d'appui aux PME et à assurer la souveraineté économique du pays. Toujours dans le cadre des mesures générales, comme je vous le disais, nous avons adopté donc 17 projets de décret dont je vais vous donner lecture. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret portant création, composition, attributions et fonctionnement du comité de suivi de l'application des conventions de lutte contre la corruption en vigueur en Côte d'Ivoire. Ce décret crée, en remplacement du comité de coordination des actions liées au mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations unies contre la corruption, mise en place en 2018, un nouvel organe dénommé Comité de suivi de l'application des conventions, accords et protocoles de prévention et de lutte contre la corruption. Le champ de compétences de ce comité de suivi s'étend à toutes les actions résultant de la mise en œuvre des conventions, accords et protocoles de prévention et de lutte contre la corruption signés et ratifiés par notre pays. Le second décret adopté par le Conseil est un décret modifiant le décret du 1er juin 2022 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, la GRAC, tel que modifié par le décret du 21 décembre 2022 et du 26 juin 2024. Ce décret vise à renforcer la transparence et à prévenir au mieux les risques liés à la gestion des flux financiers au sein de l'agence. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole,
et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 7 décrets. Les 6 premiers décrets portent chacun attribution d'un permis de recherche minière valable pour l'or, respectivement à la société Somaco Global Resources SARL, en abrégé SGR SARL, dans le département de Tengrela, à la société Gold Finders SARL, dans les départements d'Abengourou, d'Anyiblikro et de Koumfaou, à la société Viroc Mineral SARL, dans les départements de Saint-Fra et de Boisflé, à la société Alpha Mining SARL, dans les départements de Béoumi et de Sakassou, à la société Alpha Mining SARL, dans le département de Nyakaramandougou, à la société Laudi Exploration SARL, dans les départements de Djokwe, de Zoukoube, d'Issia et de Bio. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Le 7e décret adopté au titre du même ministère porte modification du décret du 24 avril 2019 portant attribution d'un permis d'exploitation minière à la société Perseus Yaouré SARL dans le département de Boisflé. Ce décret modifie les procédés d'exploitation minière ainsi que le profil de production tel que prévu initialement pour prendre en compte la découverte dans la continuité de la minéralisation en profondeur de ressources minérales additionnelles estimées à 15,5 tonnes d'or, suite à des travaux d'exploration intensifs dans le périmètre du permis d'exploitation. En conséquence, le profil de production d'une durée de 11 ans initialement prévu est prolongé de 6 ans, soit une validité du permis d'exploitation de 17 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République portugaise relatif à la coopération en matière de défense signé le 22 avril 2019 à Lisbonne. La ratification de cet accord s'inscrit dans le cadre de l'action engagée par le gouvernement pour se prémunir contre les menaces sécuritaires en expansion sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest et, au besoin, apporter une réponse coordonnée à la criminalité transfrontalière organisée. Il intègre, entre autres, la formation et le perfectionnement des cadres militaires, l'appui logistique et l'équipement militaire, l'échange de renseignements et d'expertise militaire, la sécurité et la sûreté maritime, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité et le développement de la cyberdéfense. Le 2e décret adopté est un décret portant ratification de la Convention 122 de l'Organisation internationale du travail, donc l'OIT, sur la politique de l'emploi adoptée le 9 juillet 1964 à Genève, en Suisse. Cette convention établit les principes directeurs d'une politique active de l'emploi fondée sur l'égalité des chances et la non-discrimination. Sa ratification permettra d'aligner davantage les politiques nationales en matière d'emploi sur les standards internationaux et de stimuler la croissance économique. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant Code des devoirs professionnels des architectes.
Ce décret définit les règles de déontologie applicables à l'architecte dans ses relations avec ses clients, ses confrères et l'Ordre national des architectes. Il détermine en outre les règles relatives à la rémunération de l'architecte ainsi que les règles particulières à chacun des modes d'exercice de la profession d'architecte, qu'il s'agisse de l'exercice individuel, de l'exercice en association ou en société et de l'exercice en qualité de salarié. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant organisation des transports sanitaires terrestres, aériens et maritimes. Dans le cadre de la réforme hospitalière initiée par le gouvernement pour renforcer le dispositif de l'offre de soins et répondre de façon efficiente aux besoins de santé des populations, ce décret réglemente pour la première fois en Côte d'Ivoire les transports sanitaires, aériens et maritimes en lien avec le développement croissant des infrastructures nationales y afférentes. Il détermine les caractéristiques techniques des matériels et équipements requis, les compétences et composantes des équipages, ainsi que les modalités de l'habilitation des structures intéressées pour l'exercice des activités de transport médicalisé, terrestre, aérien et maritime. Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets portant approbation de 2 contrats de partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société ivoirienne des eaux et de l'environnement, SI2E. Un décret pour l'exploitation et la maintenance de l'usine de production d'eau potable de San Pedro, un décret pour l'exploitation et la maintenance de l'usine de production d'eau potable de Boaké. Pour répondre à la demande croissante d'eau potable à Boaké et à San Pedro, le gouvernement a confié à un partenaire privé la réalisation de 2 usines de production d'eau potable à Boaké et à San Pedro. Ces 2 décrets approuvent séparément les 2 conventions signées avec la SI2E. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 26 janvier 2022 instituant un système de suivi, de traçabilité et de vérification fiscale des produits du tabac. Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant changement de dénomination de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de Côte d'Ivoire Cinéma, ONACI, qui devient Côte d'Ivoire Cinéma. Mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 décrets portant nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre des accréditations multiples à l'étranger. Il s'agit en fait donc d'extension de compétences. Ainsi, sont nommés M. Kwasi Yao Philbert Gléglo, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Cameroun, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République centrafricaine avec résidence à Yaoundé au Cameroun. Madame Hippo Gaulier Désiré Wolfran,
actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Japon, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Commonwealth d'Australie, avec résidence à Tokyo, au Japon. Après donc ces deux mesures individuelles, je voudrais à présent aborder donc les 5 communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9, du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon. Une délégation de haut niveau conduite par M. le Premier ministre a pris part à cette importante rencontre entre le Japon, l'Afrique et les partenaires au développement. La 9e édition du TICAD a mis en avant la solidarité entre le Japon et l'Afrique et la nécessité de co-construire un partenariat fondé sur des solutions durables. Au cours de son intervention, le Premier ministre a rappelé, au nom du président de la République, que la paix et la sécurité font partie intégrante des conditions essentielles pour le développement économique et social de l'Afrique. Il a affirmé la volonté du gouvernement de conjuguer les efforts de développement avec la promotion de la culture de la paix et de répondre aux besoins sociaux de base des populations sous la haute égide du chef de l'État. Dans cette dynamique, plusieurs accords de partenariat dans les secteurs des infrastructures, des ressources humaines, de l'éducation, de l'industrie et de l'agriculture ont été signés entre le Japon et la République de Côte d'Ivoire. En marge des travaux, le Premier ministre a eu des échanges avec le Premier ministre du Japon et s'est entretenu avec plusieurs autres personnalités de haut rang issues des institutions politiques et financières internationales pour évoquer les opportunités de coopération en matière de transfert de technologies et de compétences, ainsi que de financement d'infrastructures stratégiques adaptées aux besoins de notre pays. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté une communication relative au rapport 2023 sur l'état de transformation du service public en Côte d'Ivoire. L'édition 2023 du rapport établit essentiellement la cartographie des initiatives de transformation du service public engagées par les différents ministères, les institutions de la République et les diverses structures publiques pour soutenir la transformation du secteur public. Il répertorie les diverses initiatives ainsi que leurs auteurs et procède à leur classification et évaluation. 2 types d'initiatives, à savoir des initiatives à caractère numérique et des initiatives à caractère culturel, ont été opérées. Sur 211 initiatives répertoriées, 121 sont des initiatives numériques, soit 57,34%, et 90 initiatives correspondant à 42,66% sont des initiatives culturelles. Le secteur socioculturel, le secteur souveraineté et secteur porteur de croissance sont les secteurs d'activité définis au PND 2021-2025, ont connu le plus grand nombre d'initiatives de transformation avec des taux respectifs de 39,34% et 32,70% et 23,22%.
une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale est prévue pour vulgariser ces différentes initiatives de transformation et de modernisation du service public, pour les faire connaître, les rapprocher de leurs cibles et amener chaque acteur, notamment l'usager client, à favoriser leur utilisation. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à la formulation de la nouvelle politique nationale de population 2026-2036. Depuis 2012, notre pays a renoué avec sa tradition de planification et de réflexion prospective en vue de garantir à la population actuelle une vie meilleure et, parallèlement, assurer aux prochaines générations un avenir serein avec l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives officielles appropriées, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Dans cette perspective, la politique nationale de population 2015-2025 a contribué à une nette amélioration des indicateurs sociodémographiques. Ces résultats probants ont valu à la Côte d'Ivoire la reconnaissance et les félicitations des autres pays pour la mise en œuvre des engagements tenus, notamment dans le cadre de la déclaration d'Addis Abeba sur la population et le développement. La nouvelle politique de population pour la décennie 2026-2036, en cohérence avec celle de la décennie précédente et le plan national de développement, sera élaborée autour des enjeux liés au capital humain, aux dividendes démographiques et à une croissance économique durable, inclusive et équitablement partagée. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à la situation de l'exécution du budget de l'État à fin juin 2025. L'exécution du budget de l'État au terme du premier semestre de l'année 2025 est caractérisée par une mobilisation satisfaisante des ressources et un niveau d'exécution des dépenses globalement contenu dans les prévisions. Les ressources mobilisées, hors comptes spéciaux du Trésor à fin juin 2025, s'élèvent globalement à 8 243,5 pour une prévision de 8 236, soit un taux de réalisation, excusez-moi, je vous reprends ces chiffres, parce que c'est bien plus que cela. Les ressources mobilisées hors comptes spéciaux du Trésor à fin juin 2025 s'élèvent globalement à 8 243,5 milliards 8 243,5 milliards de francs CFA pour une prévision de 8 236 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 100,1%. Les réalisations des ressources comprennent 3 649 milliards de francs CFA de recettes budgétaires et 4 594,5 milliards de francs CFA de ressources de trésorerie. À fin juin 2025, les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 7 862,2 milliards de francs CFA pour une prévision de 8 088 milliards,1 de francs CFA, soit un taux d'exécution de 97,2%. Les dépenses d'investissement, notamment, affichent un niveau d'exécution de 1 717 milliards de francs CFA pour une prévision de 1 838,3 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 93,4%. Les dépenses de lutte contre la pauvreté et de réduction des disparités sociales, ainsi que les dépenses sociales spécifiques, se sont établis respectivement
à 1978 milliards de francs CFA et à 526,6 milliards de francs CFA à fin juin 2025, au-dessus des objectifs planchers respectifs de 1868,6 milliards de francs CFA et 490,6 milliards de francs CFA. Les efforts de mobilisation des ressources, d'amélioration de la capacité d'absorption des crédits d'investissement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuivent au deuxième trimestre 2025 en vue de garantir le respect des engagements du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international ainsi que l'atteinte des objectifs d'investissement du Plan national de développement. Au titre du ministère de la Cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration et à la validation de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, 2025-2027. Prévue dans le Plan national de développement, la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire vise à faire de l'ESS un levier d'inclusion sociale, de solidarité nationale, de croissance économique durable et d'intensification de l'action sociale du gouvernement. L'élaboration de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire 2025-2027 sera articulée autour de 4 axes majeurs, à savoir la création d'un cadre juridique et institutionnel propice à l'ESS, la promotion des entreprises et organisations de l'ESS, la mobilisation du financement du secteur et l'intégration de l'ESS dans les systèmes éducatifs et de formation professionnelle. C'était là donc la dernière communication adoptée au cours de ce Conseil. En point de divers, le Conseil a été informé du retour triomphal de nos jeunes basketteurs, donc de l'U16, compétition qui a vu le sacre des U16 filles comme vice-championnes d'Afrique et des U16 garçons comme champions d'Afrique. Les 2 équipes s'étant qualifiées pour la Coupe du monde des U16. Elles seront reçues à une date qui sera fixée par Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, afin de recevoir donc les honneurs dus à leur performance. La date du prochain Conseil a été fixée au 1er octobre 2025. Je vous remercie pour votre attention. Évidemment, comme cela est de coutume, je me tiens à votre disposition pour les éventuels éclaircissements que vous solliciterez sur le Conseil et dans un second temps pour les questions d'actualité s'il y en avait. Bon, vu qu'il n'y a pas de questions sur le Conseil, on peut aller pour les questions d'actualité si vous en aviez. Bonjour, Monsieur le ministre. Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur le ministre, depuis le lundi dernier, le Parti des peuples africains tiré Côte d'Ivoire, PPACI, a entrepris des protestations démocratiques contre l'élimination de leur candidat, l'ex-président Laurent Gbagbo, à l'élection du président de la République, et pour protester également contre un éventuel autre mandat du chef de l'État. Et dans la pratique, ils ont décidé de déposer des motions de protestation dans les préfectures. Apprend-on une circulaire du ministre de l'Intérieur interdit ou interdirait au préfet de réceptionner ces différentes motions? Qu'en est-il réellement?
Et ma seconde préoccupation, elle est relative à la non-participation, dira-t-on, du chef de l'État au sommet de l'ONU. Que s'est-il réellement passé? Le chef de l'État ira-t-il à New York ou il n'ira pas? Merci, Monsieur le ministre. Merci. Pour ce qui est de votre première question, le ministre de l'Intérieur n'a rien fait d'autre que de rappeler les dispositions constitutionnelles. Nous savons que les décisions du Conseil constitutionnel, en ce qui concerne, donc, je dirais, les élections, parce que c'est également le juge des élections, sont des décisions qui ne souffrent d'aucun recours. Les contester, c'est tomber sous le coup de la loi. À partir de ce moment, le ministère de l'Intérieur n'a fait que rappeler à l'administration du territoire ces dispositions constitutionnelles. Les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent souffrir de contestation ou de remise en cause. C'est juste ce qui a été rappelé à l'ensemble du corps préfectoral et je pense que les partis politiques connaissent la Constitution de notre pays. Pour la deuxième question, en fait, le chef de l'État est maître de son agenda. Il décide de participer donc aux réunions auxquelles il est invité à participer selon son agenda. Je note que l'année passée, par exemple, c'est le vice-président qui a participé à ces assemblées. Donc, de ce point de vue, il n'y a rien de particulier. Mais ce que je puis vous dire, c'est que le chef de l'État est candidat. Il est concentré sur l'organisation de son élection. Vous le savez, c'est un homme organisé qui ne laisse rien au hasard. Il ne va pas déléguer l'organisation de cette élection dont il est le premier concerné. Il a décidé de s'organiser, il a décidé de se concentrer sur l'organisation de cette élection qu'il entend bien entendu gagner. Et pour ce faire, donc, il n'ira pas à ces assemblées et il sera représenté donc, par le ministre d'État, Hachi Patrick, qui conduira la délégation. Bonjour, Monsieur le ministre. Ma question porte un peu sur... je m'appelle Kamal Taba de l'agence de presse Bloomberg. J'aimerais poser une question par rapport à un reportage qu'un média international a fait, selon lequel le FBI est en discussion avec les autorités sécuritaires ivoiriennes pour pouvoir enquêter sur des entreprises libanaises qui apparemment collaborent avec le Hezbollah. Et nous avons demandé des informations au niveau de l'ambassade des États-Unis. Pour le moment, on n'a pas encore eu d'informations sur cette question. Mais est-ce que le gouvernement ivoirien peut nous parler davantage sur cette question? Est-ce qu'il y a des suspicions selon lesquelles des entreprises libanaises basées ici financent le Hezbollah, quand on sait que le gouvernement ivoirien a de très bonnes relations avec la plupart des pays dans le monde? Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien fait? Quelle position le gouvernement ivoirien a-t-il sur cette question? Merci beaucoup. Merci. Là, vous évoquez un volet qui est de l'ordre du renseignement. Et vous savez ce que c'est que le monde du renseignement. C'est une enquête du FBI, c'est vous qui me l'apprenez. Donc, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur tout ce qui est de l'ordre du renseignement. S'il y avait des conclusions quelconques qui apparaissaient, le gouvernement sera officiellement saisi. Mais pour le moment, pour tout ce qui est de l'ordre du renseignement, bon, souffrez que nous ne puissions en dire mot, puisque nous n'en savons pas grand-chose. Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Donadieu de l'agence France Presse. Est-ce qu'on a des nouvelles des 6 agents de la DARA qui ont été arrêtés, enlevés, tout dépend de comment on le présente, et qui seraient aujourd'hui au Burkina Faso? Merci beaucoup.
Merci bien. Ben, nous continuons donc, je dirais, de discuter avec les autorités. Donc, vous connaissez les pratiques du pays. Nous sommes très discrets sur ces questions-là, jusqu'à ce que nous obtenions des résultats. Ce sont des discussions qui ne sont pas faciles parce qu'il faut rester prudent, il ne faut pas, je dirais, donc, pas quelque maladresse que ce soit caresser à rebrousse-poil donc, les autorités donc, de nos voisins. Donc, nous sommes dans de bonnes dispositions d'esprit. Je l'ai toujours dit, la négociation est un chemin qui est peut-être long, mais c'est le chemin qui permet d'obtenir les meilleurs résultats sans dégâts collatéraux. Nous sommes engagés dans ces voies de négociation, dans ces voies de discussion qui demandent de la patience. Ce n'est pas la première fois que nous nous trouverons confrontés à ce genre de situation, mais chaque fois, c'est la sagesse, c'est la discussion, c'est la négociation qui a prévalu et nous avons chaque fois obtenu donc des résultats. C'est vrai, ça prend du temps. C'est le lieu, en tout cas, de nous adresser aux familles donc de ces responsables à Dara pour leur demander de continuer de faire confiance à l'État, que leurs parents ne sont pas oubliés et que nous continuons donc les discussions avec les autorités burkinabé pour qu'ils puissent rejoindre leur famille dans les meilleurs délais. Bonjour, Monsieur le ministre. Balogun Adama du Baromètre. Alors, Monsieur le ministre, l'annonce d'un rebasage du PIB de la Côte d'Ivoire, qui inclut désormais les activités comme la prostitution et la drogue, le trafic de la drogue, suscite beaucoup de réactions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de cette révision et ce que le gouvernement entend tirer concrètement pour l'économie nationale? Également, dans le cas de l'affaire Ibrahim Zighi, vous soulignez sur un plateau média il y a une semaine ne pas connaître le contenu du dossier et de l'instruction. Est-ce toujours le cas? Aussi, que répondez-vous à ceux qui parlent d'enlèvement plutôt que d'arrestation dans le cadre de cette procédure? Merci. Pour ce qui est du calcul de rebasage, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des normes internationales. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui définit les règles de calcul de rebasage. Par contre, ce que la Côte d'Ivoire a fait, c'est qu'elle a décidé donc d'actualiser les modes de calcul, parce que ça faisait 20 ans que notre pays n'avait pas actualisé donc, ces modes de calcul donc, du PIB. C'est ce qui a été fait. Et comme ce sont des normes qui ne dépendent pas de nous, qui sont internationales, eh bien, donc, c'est un secteur d'activité qui pourrait être qualifié d'illégal, quoique encore en ce qui concerne la prostitution, certains pays l'ont légalisé, et qu'en ce qui concerne notamment la drogue, certains produits sont légalisés dans certains pays. Donc vous comprenez que dans les normes internationales, donc, ces produits soient pris en compte dans le calcul donc, du PIB. Ça permet d'actualiser ce PIB et de rendre conforme donc, à la réalité. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui, de façon unilatérale, a décidé d'introduire donc, ces normes-là. Nous avons juste actualisé donc, les méthodes de calcul de notre PIB. Pour votre deuxième question, en ce qui concerne donc l'affaire, je serai plus global, je ne vais pas focaliser sur un individu, des arrestations qu'il y a eu récemment. Je pense que le procureur de la République s'est exprimé. Cela nous permet de revenir sur ce que nous avons toujours dit et que nous avons entamé depuis, je dirais, 2022 à travers la campagne nationale que nous avons lancée pour une utilisation responsable des médias sociaux sous le hashtag « En ligne tous responsables ». Nous avons dit que tout ce qui n'est pas permis dans le réel ne l'est pas dans le virtuel. Un an après nous, puisque c'est en 2022, que la Côte d'Ivoire a adopté la loi modifiant la loi sur la communication audiovisuelle qui dit que dans notre pays, lorsque vous êtes un utilisateur des réseaux sociaux et que vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus d'une conversation privée.
beaucoup de pays ont entrepris de réguler la communication sur les réseaux sociaux. C'est en 2023 que l'Angleterre a pris donc une décision du genre pour que, selon le secrétaire d'État aux technologies, tout ce qui est illégal dans le réel soit illégal dans le virtuel. Donc vous voyez, même sur ça, nous avons innové. La question de la régulation des réseaux sociaux interpelle tous les pays. Donc je profite de cette tribune pour lancer une fois de plus un appel à une utilisation responsable des médias sociaux. Il faut qu'on sorte de l'émotion. Le procureur s'est exprimé, il a donné un contenu donc, à tous les dossiers. C'est des atteintes à la sûreté de l'État, c'est des appels à l'insurrection, c'est des cas de diffusion de fausses informations. Enfin, je vous ramène à la sortie du procureur qui a qualifié tous ces faits et la loi va s'appliquer. Vraiment, je préfère le dire ici, la loi va s'appliquer. Il faudrait que tout le monde le sache. Si vous enfreignez la loi, eh bien, vous allez en subir la rigueur. Il n'y a pas de trac. Après, c'est de bonne guerre. Certains partis politiques peuvent qualifier ces arrestations, ces interpellations du nom qu'ils veulent. C'est leur narratif. C'est de bonne guerre, nous les comprenons, mais ils ne peuvent pas tromper l'opinion. Tout est judiciarisé. Tout est judiciarisé. Je suis à ce pupitre, je parle au nom du gouvernement. Je ne veux pas revenir sur un passé où quand des gens disparaissaient, c'est leur corps qu'on retrouvait. Bonjour Monsieur le Ministre, Christelle Pire de TV5 Monde. Je vais rebondir sur votre dernière réponse. Le PPSI hier a dénoncé l'arrestation et je cite l'enlèvement par des hommes cagoulés de 29 de ses militants depuis début août. Le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo dénonce, je cite, une intimidation, une dérive grave dans la vie politique ivoirienne avec des arrestations à cause d'opinions politiques. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, s'il vous plaît? Merci. Heureusement que nous sommes un État de droit, sinon on aurait eu 29 cadavres dans les rues. Je pense que je me suis fait comprendre. Toutes ces personnes sont dans les mains de la justice et sont en train de suivre des procédures. Si elles n'avaient pas commis de délit, elles n'auraient pas été arrêtées. Il n'y a aucune intimidation. Nous sommes dans le cadre de l'application de la loi. Et cette loi, elle est connue. Et je le répète, tout ce qui n'est pas autorisé dans le réel ne peut pas l'être dans le virtuel. Ces personnes qui ont été interpellées, eh bien, elles sont sous le coup de la loi, elles seront jugées. Si elles sont reconnues coupables, elles seront condamnées. Si elles ne sont pas reconnues coupables, elles seront relaxées. C'est pourquoi nous nous réjouissons qu'elles soient en vie. Monsieur le ministre, encore Venant Saka de l'Inter. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ces candidats recalés par le Conseil constitutionnel qui estiment que le parrainage citoyen a été introduit dans l'intention d'éliminer leur candidature? Et enfin, hier, le PPACI a annoncé pour la fin de ce mois de septembre des manifestations, sinon une manifestation d'envergure. Le gouvernement va-t-il autoriser cette manifestation, même si on n'en connaît pas encore le contenu? Merci. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit suppose le respect des textes qui régissent le pays. La question du parrainage est dans la loi électorale. Il s'agit ici de l'application de la loi. Tout le monde connaissait cette loi, cette disposition de la loi. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde s'est prêté donc, au jeu des parrainages. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas été retenu que vous allez vous comporter en mauvais perdant et remettre en cause un texte
auquel vous êtes vous-même soumis. Donc, je ne voudrais pas faire de commentaires particuliers sur cette disposition. C'est l'application de la loi. Vous savez, le chef de l'État est en train véritablement de construire un État de droit et au nom de cela, il respecte la séparation des pouvoirs. C'est pour cela que je ne me prononce jamais sur tout ce qui est de l'ordre de la justice. Le chef de l'État a matérialisé sa volonté de construire un État de droit qui respecte le principe de séparation des pouvoirs en introduisant dans la Constitution de 2016 le fait que la présidence du Conseil supérieur de la magistrature soit occupée par un magistrat. Tous les présidents qui l'ont précédé étaient heureux d'être les présidents du Conseil supérieur de la magistrature. Il y avait un mélange de genres entre l'exécutif, qui est incarné par le président de la République, et le judiciaire. Le chef de l'État a consacré la séparation des pouvoirs dans la Constitution de 2016. C'est pour cela qu'il n'est plus président du Conseil supérieur de la magistrature, et le premier président en a été, donc, paix à son âme, donc M. Koné Mamadou. Donc, vous voyez, l'État de droit, c'est tout ça. Et au nom de cela, eh bien, l'exécutif fait son travail, le législatif fait son travail qui est celui de définir les lois, l'exécutif les mettant en œuvre, et puis le judiciaire veille à leur application. Nous sommes dans ce cadre. Et pour ce qui est donc de la loi électorale, elle a été mise en œuvre donc, par un démembrement de l'exécutif et sa conformité a été donc, je dirais, vérifiée par le Conseil constitutionnel. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les décisions du Conseil constitutionnel au nom justement de ce principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Maintenant, les décisions du Conseil ne sont pas contestables. Ceux qui vont vouloir les contester, eh bien, vont tomber sous le coup de la loi. Et l'État prendra ses responsabilités puisqu'il est chargé de l'exécution de ces lois. Monsieur le ministre, le gouvernement a lancé récemment une campagne dans le cadre de la lutte contre la pollution des eaux. Présentez-vous, s'il vous plaît. Balogun Adama du Baromètre. Le gouvernement, comme je disais, a lancé une campagne dans le cadre de la lutte contre la pollution des eaux. La pollution des eaux, on le sait, c'est aussi ces sachets plastiques qui encombrent notre environnement. Leur interdiction avait été déclarée il y a une dizaine d'années, mais ils sont aujourd'hui omniprésents. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci. Alors, il faudrait déjà connaître leur composition, parce que c'est vrai qu'on a interdit l'utilisation des sachets plastiques, mais on a autorisé donc, la fabrication des sachets biodégradables. Donc, étant donné que je ne connais pas la composition de ces sachets qui sont revenus, je ne peux pas répondre à cette question. S'ils sont des sachets biodégradables, donc leur impact sur la nature sera moindre, beaucoup moins important que si c'était donc du plastique non biodégradable. Bien, cette question environnementale était la dernière question. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous donc le 1er octobre pour le compte-rendu du prochain Conseil. Merci. Ainsi, à travers son porte-parole, le président Alassane Ouattara a réaffirmé sa priorité. Préparer sereinement l'élection présidentielle tout en veillant à ce que la voix de la Côte d'Ivoire soit entendue sur la scène internationale. Rendez-vous est donc pris à New York, où le ministre d'État, Patrick Achi, portera le message de la nation.